Bonjour à tous. On vous accueille pour la 4e table ronde des amis de l'association Les Amis de Coralie Delhomme, qui est une association qui a été fondée après le décès de celle qui fait l'objet de notre rassemblement, et elle rassemble beaucoup d'intellectuels qui ont travaillé avec elle et beaucoup d'amis aussi personnels. Voilà. Et on essaye de prolonger son travail en organisant des débats. C'est la 4e table ronde à Paris, sachant qu'il y a aussi chaque année une journée de commémoration dans laquelle il y a aussi des débats et qui se passe à Montélimar, à l'exception de cette année où on a eu un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi la dissolution a chamboulé toutes les possibilités de planification correctes. Donc voilà. Je voulais remercier nos 2 présidents sortants, David Kella et David Degouille. On est une jeune association, mais on a déjà 2 présidents sortants et une présidente en exercice que je voudrais excuser, Colline Blanc, qui est la sœur de Coralie. Voilà, et puis vous remercier d'être présent à notre débat. Tout ce dont je vous ai parlé, et en plus on a aussi des petits formats vidéo, sont disponibles d'entretien. Alors là, pour le coup, avec un intervenant et trois intervieweurs, entre guillemets, 2 ou 3, ça dépend. Mais voilà, donc tous ces débats sont disponibles sur notre site aussi internet. Vous pourrez, quand vous les aurez entendus, et j'y viens, acheter les livres de nos 2 intervenants que je remercie, Stéphanie Rosa et Denis Maillard, que je présenterai chacun à tour de rôle en leur donnant la parole. Et donc, s'il y a 2 qui ont un petit regret, il y a des livres là, et David Degouille se fera un plaisir de récupérer vos sous en liquide et vos chèques, parce que la carte bleue, on n'est pas encore équipé. Voilà, et puis ça ira comme ça directement aux auteurs. Nous avons à peu près 1h30, une grosse 1h30 devant nous, que l'on va découper en plusieurs temps. J'ai proposé aux intervenants d'exposer un peu la complexité de leur pensée ou de leur raisonnement sur une durée d'1 quart d'heure chacun. Et puis après, il y aura une petite demi-heure dans laquelle il y aura une relance du débat entre eux, si ils ont été interpellés par leurs déclarations les uns les autres, ou moi j'ai peut-être 1 ou 2 questions aussi à leur poser. Et puis on terminera avec une demi-heure de débat avec vous, c'est-à-dire que vous pourrez, sur les thématiques qui vous importent, et si elles n'ont pas été abordées, rebondir également. Voilà, nous avons choisi cette année le sujet du travail, parce que nous ne pouvons pas bien douter de l'impact majeur que la révolution numérique a sur notre façon de travailler d'abord, mais aussi sur notre façon de penser et sur notre façon de faire société. Donc, du coup, ça méritera bien plusieurs débats. Ce bouleversement paraît à beaucoup aussi important et aussi révolutionnaire que celui de la révolution industrielle des 18e et 19e siècles. Il modifie profondément plein d'éléments. Nous avons demandé donc à nos invités d'éclairer notre réflexion. Ils sont philosophes tous les 2, si je ne me trompe pas. Un peu. Oui, moi un peu moins. Oui, enfin bon. J'essaie. C'est ça, oui, ils sont philosophes tous les 2. Et ils souhaiteront peut-être revenir sur la définition du travail, parce que, évidemment, quand on prononce le mot travail, je pense qu'il y a 1000 et un sens qui viennent à la tête des uns et des autres, selon qu'on est effectivement philosophe, politique, salarié, syndicaliste, monsieur ou madame lambda, bref, voilà. Ce travail qui transforme la nature à des fins utiles pour l'humanité, enfin utile, c'est pareil, c'est le mot utile, enfin du moins pour satisfaire ses besoins, voilà, pour être plus précis, et travail qui lui-même en retour est transformateur de la nature humaine, je le crois. Alors nous vous interrogerons aussi sur est-ce la fin du travail comme la fin de l'histoire, comme nous l'ont annoncé à maintes reprises les grands penseurs du néolibéralisme. Ou est-ce que c'est au contraire la possibilité de l'émancipation à travers un régime de travail réellement humain, comme le définit l'OIT?
et qui pourrait être rendu possible par la disparition des tâches calculables et programmables, comme le suggère, comme une possibilité positive et pas la seule malheureusement, Alain Suppiot dans Le travail n'est pas une marchandise. Enfin, est-ce le moment de l'aliénation totale avec une emprise physique ou mentale, qu'est-ce que semble dessiner le monde dominé par les GAFAM. Donc vous voyez qu'on peut avoir des interrogations multiples, et on essaiera de ne pas être trop pessimiste dans nos conclusions. On va essayer. Voilà, donc en fait, on va d'abord donner la parole à Stéphanie Rosa, en particulier sur le travail aliéné à l'heure du numérique, qui est le sous-titre du livre d'un des derniers livres qu'elle a écrit, qui s'appelle Marx contre les GAFAM, que je vous invite à lire, c'est vraiment très intéressant. Et donc, comme beaucoup de choses qu'a écrites Stéphanie Rosa d'ailleurs, elle est chargée de recherche en philosophie politique, donc bien au sein du CNRS et de l'ENS à Lyon, et spécialiste des Lumières et de la Révolution française et de leur héritage dans les socialismes du 19e siècle à nos jours. Elle a du boulot pour continuer à éclairer la petite lanterne. Merci Stéphanie, à vous. Merci d'abord aux organisateurs de cette soirée de me donner l'occasion de présenter en tout cas le dernier livre que j'ai écrit. Alors moi, mon approche du travail, comme le titre des livres l'indique, c'est au départ une approche marxiste, et plus précisément une approche marxiste-humaniste. J'ai cherché, alors on n'aura pas le temps en tout cas je ne vais pas en parler maintenant, on pourra en parler éventuellement dans le débat, mais j'ai cherché des gens qui avaient prolongé l'œuvre de Marx dans un sens humaniste, c'est-à-dire à mes yeux pour donner au marxisme à la fois un visage humain. Donc les marxistes humanistes sont des critiques du stalinisme, c'est à ce premier titre qu'ils m'ont intéressé. Et le deuxième titre auquel ils m'ont intéressé, c'est que les auteurs, et notamment Georges Lukács, un des livres, et Marx contre les GAFAM, mais l'autre livre, je me suis livrée à une étude de la pensée de Georges Lukács, parce que ce qui m'a intéressé chez lui, c'est qu'il a cherché à importer en quelque sorte les concepts marxistes et à les adapter à l'analyse du XXe siècle, donc que Marx n'avait pas pu voir, et à les prolonger, les compléter, et notamment autour de ce qui se passait de nouveau pour la subjectivité humaine dans les sociétés de consommation qui se sont développées à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ça, c'est le cadre théorique général dans lequel j'ai travaillé à propos du travail. Alors, pour le dire de façon simple, parce que voilà, j'ai peu de temps pour vous raconter plein de choses, mais Marx est surtout connu pour sa critique du travail exploité, aliéné, mais ce qu'on dit peut-être moins souvent, mais qui est au moins aussi fondamental, c'est que l'anthropologie de Marx est une anthropologie du travail. C'est-à-dire que le travail a une place absolument centrale dans sa pensée. Le travail, c'est par le travail que les sociétés humaines sont devenues des sociétés pleinement humaines, que l'humanité est pleinement sortie de l'animalité, puisque le travail, c'est l'aménagement du milieu naturel pour satisfaire les besoins humains, et du coup, ça crée un environnement qui n'est plus l'environnement naturel auquel les animaux s'adaptent, mais qui est un environnement humain où la nature s'adapte aux besoins humains. Donc on inverse par le travail, on inverse le rapport que les animaux entretiennent à la nature, et donc d'une manière générale, le travail est humanisant pour les sociétés humaines, il fait rentrer les sociétés humaines, il crée des sociétés humaines, il crée la civilisation. C'est sur la base du travail que les civilisations humaines se sont édifiées historiquement. Et puis, d'un point de vue individuel, et c'est ce qui m'a intéressée particulièrement pour l'analyse des sociétés contemporaines et de ce qui nous arrive dans les sociétés contemporaines, le travail, il est humanisant pour l'individu, c'est-à-dire que c'est dans le travail que nous réalisons. Il y a chez l'être humain, en tout cas selon l'anthropologie marxienne, il y a l'idée qu'un être humain, il acquiert des capacités qui sont des capacités universelles, des capacités des êtres humains en général, des habiletés, des connaissances, des compétences particulières potentiellement chaque humain peut acquérir, mais sauf qu'il va se les approprier d'une manière propre, caractéristique de son être à lui, et la manière dont il va travailler, si le travail est libre, si on le laisse
développer pleinement ses capacités dans le cadre du travail, si on le laisse épanouir ses propres compétences, il va le faire de sorte à réaliser son essence. C'est-à-dire que dans le travail se joue quelque chose d'absolument fondamental pour chacun d'entre nous. Se réaliser dans son travail, c'est un besoin humain fondamental. C'est ce que pense Marx et c'est ce que pensent les marxistes humanistes après lui. Donc, c'est aussi pour ça que la critique du travail exploité et aliéné chez Marx, elle est aussi centrale. C'est que quand on prive un être humain de la possibilité de se réaliser dans et par son travail, c'est-à-dire d'exprimer quelque chose de lui à travers une réalisation professionnelle, on le prive de quelque chose d'essentiel. On le mutile profondément. Donc c'est à partir, c'est à partir de ces repères marxiens un peu fondamentaux que j'ai commencé à travailler, et c'est à partir de ça aussi que Lukács analyse les formes d'aliénation de la société contemporaine. L'aliénation au travail, c'est d'abord, chez Marx, c'est l'aliénation du travail ouvrier, mais sauf qu'entre le 19e et le 20e siècle, les choses changent beaucoup, et déjà à l'époque de Lukács, elles ont beaucoup changé. Le travail n'est plus le travail ouvrier surexploité, payé 3 francs 6 sous, tel qu'il était en tout cas dans les sociétés développées, européennes, américaines, etc. Et donc l'aliénation, et déjà Lukács, déjà dans les années 60-70, il réfléchit à ça, l'aliénation s'est déplacée. Elle est plus seulement, elle est peut-être moins en fait, dans la contrainte physique, matérielle très concrète que vivent, même si ça existe toujours, les ouvriers sur leur poste de travail, mais elle s'est déplacée sur la psyché, et c'est en exerçant des contraintes et des mutilations au niveau de la psyché que les capitalistes tirent de nous le maximum de profit. Alors, moi, j'ai essayé de prendre tous ces concepts-là et puis de voir ce qui pouvait encore nous permettre de comprendre de la société contemporaine, qui est, à mon sens, marquée par 2 grandes innovations qui nous obligent à réfléchir et à adapter nos analyses. D'une part, le néolibéralisme, et d'autre part, le développement du capitalisme de plateforme, les 2 choses étant liées l'une à l'autre. Alors le néolibéralisme, je ne vais pas là en donner toutes les caractéristiques, mais il y a une chose, je vais simplement insister sur un aspect du néolibéralisme que d'autres avant moi ont déjà repéré et souligné, c'est que c'est une nouvelle, ça se traduit entre autres par des nouvelles méthodes de management, de nouvelles méthodes de gestion du salarié au travail, où en quelque sorte, on détourne les aspirations à l'autonomie et à l'accomplissement dans le travail qui se sont élevées dans les sociétés occidentales à partir des années 60-70, dans les grands mouvements de contestation des années 60-70, il y avait notamment ça, l'aspiration à plus d'autonomie dans les sociétés occidentales et l'aspiration à l'épanouissement dans le travail. Le néolibéralisme a su exploiter en quelque sorte ces aspirations et les détourner pour tirer le maximum de profit d'un certain nombre de salariés au travail. C'est-à-dire que le management néolibéral, il consiste, dans un certain nombre de cas, à laisser apparemment plus d'autonomie aux salariés, à lui fixer des objectifs, mais sans forcément lui mettre un contremaître sur le dos pour vérifier chaque étape du processus s'il fait bien le geste qu'on attend de lui, plutôt à lui donner des objectifs un peu plus à long terme, mais en le rendant en même temps complètement responsable des résultats qu'il va obtenir. Quel que soit ce qui se passe dans le processus de travail, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, etc. Et tout en lui donnant en général pas les moyens de réaliser un travail bien fait, un travail dans de bonnes conditions, parce que parallèlement, les rythmes s'accélèrent, que tout est dérégulé, qu'il faut sans cesse s'adapter à une demande à flux tendu, etc. Et donc, le management néolibéral aboutit dans un certain nombre de cas, quand vraiment les choses se passent mal, et elles se passent mal dans un certain nombre de cas, à ce que le salarié craque. Un certain nombre d'études ont montré que le management néolibéral, il avait débouché sur des phénomènes qu'on ne voyait jamais avant. Alors c'est des cas extrêmes, mais qui sont quand même révélateurs, des suicides sur le lieu de travail, chose qui n'arrivait jamais avant les années 90. Donc ils sont directement liés aux nouvelles méthodes de management du travail.
Et puis, d'une manière générale, un isolement croissant des salariés les uns par rapport aux autres et donc une souffrance psychique accrue parce que, encore une fois, quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs, non seulement on est sanctionné par la hiérarchie, mais en plus, on est seul face à ces difficultés. Les solidarités sont beaucoup étiolées, en fait, dans ce cadre-là. Donc ça, c'est une chose, ça c'est le néolibéralisme. Et puis, à partir de la fin des années 90, on a vu l'émergence, avec Internet, avec ces nouvelles technologies, l'émergence du capitalisme de plateforme, c'est-à-dire de géants d'Internet qui ont notamment, enfin c'est un des aspects que j'examine dans mon livre, qui ont fait exploser une catégorie de travail qui était moins présente dans le capitalisme fordiste traditionnel, qui est le travail indépendant. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé d'analyser, notamment à travers le cas des chauffeurs Uber et puis le cas des micro-travailleurs sur lesquels je vais revenir dans un instant, c'est que désormais, une entreprise comme Uber ou une entreprise comme Amazon, elle embauche plus des salariés au sens traditionnel du terme, elle fait appel à des travailleurs indépendants qui, comme dans le cas des chauffeurs Uber, possèdent leur outil de travail, c'est leur voiture, et donc interagissent avec l'entreprise uniquement à travers la plateforme, donc par Internet, et qui, sur lesquels l'entreprise prélève une espèce de rente, c'est-à-dire qu'à chaque course effectuée par les chauffeurs Uber, l'entreprise, elle prélève une petite partie du montant de la course. Donc ça fait un rapport qui est nouveau, différent, qui n'est pas complètement nouveau. Le travail indépendant, ça existait aussi dans les sociétés capitalistes antérieures, mais qui a explosé, qui s'est beaucoup généralisé. Et j'analyse un autre cas, et c'est important par rapport à la fin du travail qu'on évoquait tout à l'heure, le cas du micro-travail. Alors là aussi, c'est des travailleurs indépendants, c'est des gens qui entraînent les algorithmes des plateformes Internet, qui entraînent les algorithmes d'Amazon, qui entraînent les algorithmes de YouTube, par exemple, qui annotent des vidéos, qui les classent, qui leur mettent des hashtags, des choses comme ça, pour qu'elles soient mieux référencées et pour qu'elles puissent plus facilement atterrir dans votre, sur votre YouTube personnel en fonction de vos préférences. Bon, donc derrière le travail de ces algorithmes qui ont l'air de marcher tout seuls, en réalité, il y a une armée de micro-travailleurs qui font des micro-tâches, qui sont payés des micro-salaires aussi, et qui sont complètement indépendants, c'est-à-dire que on peut les employer à une micro-tâche payée 15 centimes. Il n'y a aucune obligation de les embaucher au-delà de ça. Et donc, les micro-travailleurs doivent accumuler les micro-tâches pour avoir un salaire qui soit, je dirais même pas décent, mais qui leur permette d'acheter quelque chose, quoi. Et ces micro-travailleurs, du coup, ils peuvent être embauchés n'importe où dans le monde. Il suffit d'une connexion Internet pour pouvoir réaliser ce travail. Et donc, il n'y a aucun droit du travail qui prévaut les concernant. Donc, il y a une dérégulation absolument fantastique. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles formes de travail qui sont engendrées par le capitalisme de plateforme, qui sont, vous le constatez, complètement convergentes avec le néolibéralisme, puisqu'il y a une espèce d'autonomisation apparemment extrême. Les salariés semblent ne plus avoir de chef, pour ainsi dire, sauf que les contraintes, elles sont toujours là. Elles se sont déplacées, mais elles ne sont pas moins fortes. Et du coup, l'aliénation, elle est là aussi, mais sous des formes qu'elle n'avait pas dans les périodes précédentes. Donc, contrairement à ce que prétendent tout un tas d'intellectuels qui ont prédit la fin du travail avec Internet, ce que montrent un certain nombre de spécialistes, et c'est le camp, disons, dans le débat dans lequel je me range, c'est que le capitalisme a toujours besoin de force de travail, il a toujours besoin de faire appel à des salariés. Simplement, il a de nouveaux moyens pour avoir, le moins de contraintes possibles à l'égard de ses salariés. Et le travail indépendant, c'est pas seulement Uber ou c'est pas seulement les micro-travailleurs, en réalité, ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles, puisque maintenant, vous avez des avocats qui peuvent fonctionner comme ça en travail indépendant sur des plateformes, des journalistes, etc. Et leur travail, plus Internet se développe et plus l'intelligence artificielle aussi se développe, plus leur travail tend non pas à disparaître, mais à être de plus en plus concurrencé par la machine et du coup de plus en plus dévalué en fait, au niveau notamment des rémunérations. Donc certains salariés indépendants s'en sortent bien. En général, c'est les salariés les plus qualifiés
qui vivent dans les métropoles occidentales, dans les pays les plus développés. Et puis, derrière ces travailleurs indépendants, disons heureux et pas trop mal payés, on a une armée de prolétaires d'Internet qui est présente à travers la planète et dont le nombre ne cesse d'augmenter. Hein, le nombre notamment de micro-travailleurs, il ne cesse d'augmenter. Voilà, donc Internet n'a pas changé la face du capitalisme dans le sens où les grands principes sont toujours les mêmes, mais par contre, Internet a, déséquilibré le rapport qu'il y avait entre le travail indépendant qui était relativement, pas marginal, mais qui était minoritaire, et le salariat classique. Et ça accompagne là aussi une dérégulation qui est propre au néolibéralisme, qui est aussi une dérégulation sur le marché du travail, du droit du travail, des garanties que les salariés peuvent espérer dans leur rapport au travail, etc. Voilà. Donc, j'ai travaillé là-dessus et j'ai travaillé aussi dans une dernière partie sur le fait que, parce que le capitalisme de plateforme, il a révolutionné en partie le rapport au travail, mais il n'a pas révolutionné que ça, il a révolutionné aussi la vie quotidienne. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas sur Internet seulement pour des raisons professionnelles, on est aussi, et de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, pour tout un tas d'activités qui relèvent de la vie quotidienne ou qui relèvent du loisir, qui relèvent des interactions sociales, voire des interactions intimes, hein, puisqu'il y a des sites de rencontres. Donc, on est dépendant d'Internet pour de plus en plus de domaines de nos vies. Et ce que j'ai analysé, qui me semble aussi important pour comprendre le capitalisme contemporain, c'est que le capitalisme contemporain réussit, ce miracle économique de faire de notre temps libre et de faire de nos loisirs une source de profit absolument inestimable. Hein. Et alors tout le XXe siècle, d'une certaine manière, c'est l'histoire de la colonisation par le capitalisme de nos vies quotidiennes et de nos loisirs. Ça avait commencé avant Internet. Hein, ça avait commencé, dès qu'en gros, dans les sociétés occidentales, on a eu des classes populaires avec un tout petit peu de pouvoir d'achat. Le capitalisme a cherché à capter ce pouvoir d'achat et donc à faire acheter aux gens des choses même, y compris dont ils n'avaient pas besoin. Donc la publicité a commencé à se développer, les relations publiques, etc. Donc ça a commencé très tôt. Mais avec Internet, là aussi, on a un changement d'échelle parce que dès la fin des années 90, et ça c'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches, on a des petits génies de Stanford qui se sont rendus compte qu'on pouvait implémenter dans l'architecture des plateformes et notamment des réseaux sociaux qui étaient en train de se mettre en place début des années 2000, des procédés des procédés addictifs pour faire en sorte que les usagers passent le plus longtemps possible sur les plateformes, interagissent le plus possible sur les plateformes, donc laissent le plus possible de données personnelles sur des plateformes qui seraient ensuite utilisées à des fins commerciales. Hein. C'est-à-dire que, peut-être que je vous apprends rien, je sais pas, mais le fonctionnement des réseaux sociaux, pourquoi c'est gratuit ? Parce que sur Facebook ou ailleurs, vous laissez des tas d'informations personnelles qu'on récupère, qu'on vend à des entreprises pour qu'elles vous envoient de la publicité ciblée. C'est ça le modèle économique. Donc, le capitalisme tardif, le capitalisme de plateforme, c'est aussi une aliénation qui sort de la sphère purement professionnelle pour déborder sur tous les domaines de nos vies, pour déborder sur la sphère des loisirs, pour déborder sur la manière dont on interagit avec les autres, et même la manière, c'est ce que je termine là-dessus, et même la manière dont on se conçoit soi-même, on se perçoit soi-même. C'est-à-dire que le capitalisme de plateforme, c'est aussi toutes les entreprises de développement personnel qui nous amènent à nous considérer d'une certaine manière, à avoir un rapport à nous-mêmes d'une certaine manière et qui est de part en part marchandisé. Donc, je termine, le dernier chapitre, il est consacré à ça, aux effets du capitalisme tardif et du capitalisme de plateforme sur nos subjectivités. Et j'essaie de montrer que, au-delà d'aliéner le travail, ce qui est déjà une chose,
c'est tout notre rapport au monde qui menace d'être aliéné. Alors, je suis désolée, je suis pas du tout positive, en fait, je me rends compte dans ce que je suis en train de dire. Mais on est plus, physique et mentale. Okay, alors, ça veut pas. Je vais essayer de finir sur une note positive. Je pense pas que ce soit quelque chose de fatal, et justement, je veux pas donner, il faut pas donner d'ailleurs du capitalisme tardif une image trop noire, c'est-à-dire que là j'ai insisté sur les aspects négatifs, mais le capitalisme tardif c'est aussi d'extraordinaires progrès, et Internet lui-même est porteur d'extraordinaires progrès, de possibilités de communication, de possibilités d'échange, de débats, de décisions communes. Donc je pense que personnellement je suis pas si pessimiste que j'en ai l'air, et je pense que c'est réversible. Je pense qu'on peut se réapproprier ces outils et que c'est pas une fatalité. Mais à ce stade, voilà, force est de constater que ce qui domine jusqu'à ce qu'on en fasse autre chose, c'est des formes d'aliénation qui sont multiples et qui sont très étendues, peut-être plus étendues d'une certaine manière qu'au 19e siècle. Voilà. Merci. J'ai évidemment, quand on fait les remerciements, oublié de remercier l'école qui nous accueille dans ce très joli amphi, la HEIP, c'est la bannière d'ailleurs sur le... et donc, je remercie de nous accueillir pour permettre ce débat. Et donc, je vais passer la parole à Denis Maillard, qui, lui, est aussi, alors même s'il ne veut pas que je le dise, un peu philosophe quand même, me semble-t-il. Philosophe politique de formation, voilà. C'est ça qui est écrit dans votre CV, bon, très bien. Et auteur de plusieurs ouvrages autour de la question du travail et des travailleurs, et fondateur d'un cabinet de conseil en relations sociales. Voilà. Et donc là, lui, alors vous trouverez aussi un petit livre qui s'appelle Indispensable mais invisible, point d'interrogation. Voilà. Donc on part sur un autre regard. Et justement, j'avais bien envie de... vous l'abordez à la mesure de ceux dont on a dit qu'ils étaient indispensables, dont on a redécouvert qu'ils étaient indispensables au moment des confinements de 2020, sur la crise du Covid, mais qui aujourd'hui restent ou sont redevenus invisibles. Donc ça, c'était pas prévisible, peut-être que si un peu, mais voilà. Vous constatez, alors c'est les termes que vous employez, c'est que le back office et le front office, cet anglicisme me sera pardonné, je l'espère, mais c'est le choix de vos termes, ont cessé de consommer de la même manière, ce qui rend extrêmement difficile de vivre dans un monde commun. Et vous avez aussi toute une analyse dont je vous laisserai donc nous expliciter les termes sur le fait qu'on peut résumer dans la disparition justement d'un terme marxiste. Donc j'avais un peu vous interroger sur le fait que Stéphanie Rosa pense qu'il y a une pertinence à réactualiser, mais qu'il y a une pertinence aux outils marxistes. Est-ce que vous en trouvez une, alors même que vous dites que la classe ouvrière a disparu au profit des couches populaires multiples, et que cette société dont on a parlé s'éparpille, se fragmente. Et donc voilà, c'est de cet aspect-là. Alors c'est plus anthropologique, je sais pas comment. Enfin, j'ai un autre regard sur la même problématique, qui est en quoi le travail et les travailleurs ont-ils changer à l'heure des process, à l'heure du numérique, à l'heure des plateformes, à l'heure... C'est ça, je vais me situer un peu dans la continuité. D'abord, merci de votre invitation, merci de votre accueil. En plus, l'association des Amis de Coralie, ça me va effectivement droit au cœur. Hier, je réfléchissais à la dernière fois que je l'avais vu. Voilà, c'est une conversation très amicale. Il y a malheureusement trop longtemps. Je vais repartir peut-être pour introduire ce que j'entends par back-office de la société de service. Hein. C'est l'expression, elle est vraiment... Il faut bien la tenir avec tous ces termes. Par la question que vous avez posée au début, savoir qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que le travail ? Moi, je me situe complètement dans ce que vous avez dit au début sur la vision de Marx. Et d'ailleurs,
un très beau texte dans les manuscrits de 1848 où il dit si on produisait comme des êtres humains, on aurait la possibilité dans les produits du travail de réaliser notre humanité. Enfin, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Donc c'est vraiment cette question-là. 3 choses sur le travail, me semble-t-il. Moi, ce que j'en vois, alors d'où je parle, hein, comme on disait autrefois, c'est-à-dire que effectivement, j'essaie d'utiliser les outils de la philosophie politique et des sciences humaines pour essayer de comprendre ce à quoi je suis face dans mon activité de conseil. Moi, le travail, je le définis comme ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que j'appelle un commun incarné, c'est-à-dire que c'est incarné parce que ça met en œuvre ça met en œuvre le corps, l'esprit, donc c'est vraiment c'est un ici et maintenant, et c'est un commun parce qu'on ne travaille jamais seul. Et c'est précisément dans les entreprises, dans les systèmes de management aujourd'hui issus d'un monde qui sont dans un monde post-tayloriste, précisément le commun est compliqué, et l'autre, l'altérité, est toujours ce qui à la fois va me permettre de réaliser mon travail et en même temps va m'empêcher de le faire exactement comme je voudrais le faire. À partir de là, on a tout un discours sur le travail comme valeur. Et moi, je pense, ce que je vois, etc., c'est que le travail n'est pas une valeur. C'est absolument pas une valeur. C'est surtout pas une valeur morale. C'est une activité qui a de la valeur, qui a des valeurs différentes selon les individus. Et puis, troisième élément, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est en fait quelque chose qui date des années 90, et il y avait des débats sur la fin du travail, les 35 heures, la valeur travail, enfin tout ça dans les années 90, c'est un désalignement des significations du travail, où quelque part on peut dire, quand on parle de travail, on peut dire j'ai un travail, on est là sur les questions d'emploi, on peut dire voilà mon travail, c'est ce que je fais, ou on peut dire c'est la troisième signification, ça m'échappe, mais c'est la manière dont on le fait. Et aujourd'hui, alors pour les notamment les raisons qui ont été identifiées, toutes ces significations-là sont totalement désalignées, et le travail est quelque chose dont on a du mal à se saisir, et on ne sait pas bien de quoi il s'agit. Alors une fois que j'ai dit ça, néanmoins les gens travaillent, et le travail est important. Le travail est important alors là, toutes les enquêtes le disent, c'est vraiment, c'est assez massif. Est-ce que le travail est important dans votre vie? Oui, très important, etc. Enfin, je vous donne pas les chiffres, mais on tourne toujours autour de 80% de réponses positives à l'importance du travail dans la vie. Donc c'est quelque chose d'effectivement d'assez massif. Une fois que j'ai dit ça, à quel moment on se situe aujourd'hui pour introduire les questions de ce que j'ai appelé le back-office de la société de service? On se situe alors dans le néolibéralisme, effectivement, après 40 ans de globalisation, de numérisation, de délocalisation et d'individualisation. Et ces 40 années ou 50 années, sur qu'on pourrait prendre la date, j'aime bien la date 1972. 1972, c'est quoi? On est donc après 68, on est dans un moment de conflictualité sociale forte, issue précisément de toute cette aspiration à une autonomie dans le travail, à une autre manière, je veux pas perdre ma vie à la gagner, tous ces slogans de 68, et on est à un moment de conflictualité forte dans le monde occidental, et on a ce 1972, c'est intéressant, on a ce grand discours de Ribou aux assises du CNPF, où il dit, finalement, il semble dire que le patronat, alors c'est bien un patronat chrétien, a compris qu'il y avait une double mission à l'entreprise, produire, et en même temps il y avait une mission sociale. C'est le début de ce qui va s'appeler la RSE plus tard, etc. 1972, c'est la naissance du Front National, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important, et on est à un moment du programme commun, c'est-à-dire que la gauche est le camp du travail, et aujourd'hui c'est plutôt le Rassemblement national. Ça j'y reviendrai après. Et donc
on a ces décennies qui nous font arriver aujourd'hui dans une nouvelle division du travail qui sépare ce que j'ai appelé le back-office de la société de service. Alors pourquoi back-office? C'est quoi un back-office? C'est une infrastructure qui est économiquement indispensable, mais la plupart du temps socialement invisible, et qui permet à une société orientée client, et ça c'est extrêmement important puisque on est dans une société de service, de se poursuivre dans le temps et de tenir quand il y a des chocs. On parlait du moment du confinement, on a vu, mais la première fois, j'allais dire, où on voit, il y a une haute visibilité de ce monde-là, de ce monde du travail-là, c'est au moment du mouvement des Gilets jaunes. Le gilet jaune étant à la fois ce que les gens ont sur leur voiture qui permet c'est moche avec ça va avec rien, mais ça permet de sauver la vie, comme disait le slogan, et bien c'est aussi un vêtement de travail, le vêtement fluo qu'on a chez les transporteurs, les caristes, toutes les personnes qui font de la maintenance, de la livraison, et tout ce monde-là. Alors, pourquoi j'insiste sur le mouvement des Gilets jaunes? C'est que on a vu à ce moment-là se poser une nouvelle question sociale et à travers ça une nouvelle division du travail entre le back-office d'un côté, alors le back-office de la société de service, et de l'autre côté, je ne sais pas comment l'appeler, pas front-office parce que précisément on n'est pas dans ce... Donc si vous avez mieux que back-office, je suis preneur, je ne suis pas arrivé complètement à trouver mieux. Alors, travailleur essentiel, mais c'est ça, mais c'est pas que ça. J'aime bien parler de classe de service parce que effectivement, la question qui se pose dans cette nouvelle division du travail, c'est qui vient servir qui. Et ça, c'est de quel côté de la division du travail vous êtes, de quel côté du service vous êtes. Alors quand on essaye donc une fois que j'ai vu ça, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu au moment du confinement, et troisième temps de la visibilité, la contestation de la réforme des retraites, où très massivement beaucoup de gens de ce monde-là, notamment du monde du soin, manifestaient en disant 64 ans c'est non, pourquoi? Parce que je ne veux pas continuer à travailler dans les conditions dans lesquelles je travaille. Et ça, je vais y revenir parce que la question de la pénibilité physique est extrêmement, extrêmement importante. Alors, quand on essaye de cartographier un peu ce monde-là, alors je l'ai fait 2 études quantitatives à 2 années d'intervalle, on a 5 mondes du travail, on peut peut-être en rajouter un 6e, c'est ce que vous avez dit sur les travailleurs du clic, etc., qui me fait penser à ça. 5 mondes du travail, un monde alors on pourra après revenir, il y a des caractéristiques, etc., un monde de la logistique et du transport, essentiellement masculin, vivant à distance des lieux travaillant à distance des lieux d'habitation, ils sont sur les routes, ils sont dans les transports, un monde de la maintenance. Ce monde de la maintenance, c'est de la propreté, c'est du gardiennage, etc. C'est la maintenance tout simplement des transports, de tout ça. Ce monde de la maintenance, il est intéressant parce que c'est une expérience existentielle, j'allais dire, assez particulière. Je vous renvoie là à un très très beau livre qui s'appelle Le soin des choses, pour une politique de la maintenance. C'est un monde du travail dans lequel, si vous avez bien fait votre travail, personne ne s'en aperçoit. Réfléchissez à ça. Si vous avez bien fait votre travail, personne ne s'en aperçoit. On s'en aperçoit précisément quand le travail déraille, c'est quand les poubelles sont pas ramassées, quand les tags sont pas effacés, etc. Quand vous avez bien fait votre travail, personne ne s'en aperçoit. Et c'est un aspect de l'invisibilité. Quand je parlais de socialement invisible, cet aspect-là est extrêmement fort. Donc ça, c'est le 2e monde du travail. 3e monde du travail, c'est celui qui est le plus connu. J'allais dire, Christine Taubira avait fait une tribune à la fin du confinement en disant la France a tenu grâce à une bande de filles. C'est le monde du soin et du lien. Alors, ce back-office de la société, il est en fait, chaque monde du travail est très
est très stéréotypé, très identifié. Effectivement, les femmes à 90%, 95% sont dans le monde du soin et du lien. Les hommes sont dans la logistique, dans la maintenance, etc. Donc, elle n'a pas tenu la France grâce seulement à une bande de filles, mais bon, en tout cas, dans le monde du soin et du lien, elles y étaient, c'est sûr. Et puis le monde du commerce, c'est-à-dire du guichet et du comptoir. Et puis dernier monde du travail, le monde ce que j'appelle les premières lignes de la République, c'est-à-dire tout ce qui est force de l'ordre, tout ce qui est j'y mettrais les contrôleurs dans les trains par exemple. Je pourrais revenir là-dessus, j'ai fait toute une étude sur les contrôleurs dans les trains, c'est extrêmement intéressant. Et puis peut-être on peut y rajouter un sixième monde qui est ce monde invisible parmi les invisibles, effectivement, les travailleurs du clic, c'est-à-dire le bureau les tâches de bureau en voie d'automatisation. Parce qu'il y a un moment, je vois par exemple, si on regarde les gens qui, par exemple à l'INA, les gens qui codent les vidéos pour mettre Sarkozy à 23 ans, Sarkozy à 28 ans, machin, c'est le même, etc. Ce que un humain met aujourd'hui à l'INA à faire en plusieurs mois, une IA le fait en quelques semaines. Voilà, donc c'est aussi... Alors, c'est pas des tâches des gens du clic, mais petit à petit, toute l'opération de reconnaissance de la photo, de qu'est-ce que fait la personne, etc., c'est pour entraîner des algorithmes et derrière une intelligence artificielle qui à un moment pourra se passer de ça. Alors, toute la question c'est de savoir si on pourra s'en passer ou pas. Moi, je pense qu'on s'en passera pas, mais en tout cas, ça pose la question que vous pouvez poser, mais je laisse ça de côté. Alors, on a ces 5 ou 6 mondes du travail. Et après, donc l'étude qu'on a faite, c'est de savoir quelles étaient les populations qu'on pouvait retrouver là. Et effectivement, il y a 3 grandes populations. Alors, c'est pour vous donner un ordre d'idée, parce que aujourd'hui, le travail, il est encore très massivement un travail physique. Mon fameux back-office, c'est près de pour la moitié de la population active. Près de la moitié de la population active. Alors, je dis pourquoi, c'est-à-dire qu'en gros, on va... donc, les études que j'ai faites, une fois, on est tombé sur 42%, une autre fois sur 38%, et je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus large. Pourquoi ? Parce que tout dépend... C'est pas seulement la position objective que vous occupez dans la division du travail qui vous indique dans quel monde vous êtes, c'est aussi la position subjective. Et notamment avec deux variables qui sont quelle est l'utilité que j'ai aux autres et quelle est l'utilité que j'ai à moi-même. L'utilité aux autres, c'est assez facile. C'est est-ce que mon travail est utile pour la société, voilà. Très majoritairement, dans ce monde-là en tout cas, les gens très majoritairement indiquent qu'ils ont une utilité aux autres très forte. L'utilité à soi, c'est autre chose. C'est la manière dont l'individu estime qu'il va pouvoir améliorer sa situation. Est-ce que je peux, grâce à mon salaire, progresser, faire vivre ma famille ? Est-ce que, et notamment c'est une question qu'on pose, est-ce que dans 2 ans ou 5 ans, vous aurez évolué ? Et là, effectivement, il y a une dichotomie entre les personnes qui, quand bien même elles sont du côté de la classe de service, estiment avoir une plus forte utilité à soi. Un exemple tout bête, dans ma répartition, je mets les infirmières dans le back-office de la société, ça va bien, c'est le monde du soin, du lien, etc. Quand on pose les questions aux infirmières, alors on leur dit pas est-ce que vous sentez appartenir au back-office, mais il y a tout un tas de questions. Elles ne se sentent pas appartenir à ce monde-là. Pourquoi ? Parce que infirmière aujourd'hui, d'abord, c'est un petit peu plus diplômé que d'autres métiers, et puis surtout, c'est une possibilité, donc une utilité à soi forte, une possibilité d'améliorer son sort beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, vous êtes infirmière à l'hôpital, vous pouvez très facilement démissionner, retrouver un travail en libéral, ailleurs, etc. Et fixer beaucoup plus vos conditions dans la négociation sur le contrat de travail. Je vois par exemple dans le monde des EHPAD que je connais pas mal, les employeurs ont énormément de mal à trouver
des infirmières, des aides-soignantes, enfin surtout des infirmières en CDI temps plein. Parce que c'est à la fois plus lucratif et on a une meilleure autonomie si on est en intérim, et ce qui permet de travailler beaucoup puis de pouvoir se reposer. Donc voilà, donc selon c'est pas seulement la position objective dans la division du travail, c'est aussi la position subjective, ce qui fait que ce monde-là du travail, qui sont en gros les catégories populaires, le monde populaire dont on parlait, c'est 40 ou 50% de la population active, ça dépend exactement. Mais pour dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, de loin, la photographie est nette. Dès qu'on se rapproche, les situations de travail sont toutes un peu différentes. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais juste tirer quelques fils. Donc, j'ai parlé de la position objective et subjective dans la vision du travail. Il y a la question de l'invisibilité. Alors, je disais, back-office de la société, infrastructure économiquement indispensable, on voit bien pourquoi, ils sont essentiels, la plupart du temps socialement invisibles. En fait, qu'est-ce qui est invisible? Les gens sont pas invisibles, notamment quand je parlais des gilets fluorescents, des vêtements fluorescents, il y a une haute visibilité. En tout cas, au moment des gilets jaunes, ils l'avaient. Au moment du confinement, les personnes qui étaient dans la rue, enfin qui continuent à travailler et qu'on voyait dans la rue, donc c'était ce qui est invisible. C'est les pénibilités d'abord. Il y a une invisibilité des pénibilités, c'est-à-dire que la pénibilité du travail telle qu'elle est aujourd'hui reconnue dans les critères de pénibilité, c'est une pénibilité issue d'un monde industriel. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes assistante maternelle, prendre un bébé je sais pas, 60 fois, 80 fois dans la journée, c'est absolument pas considéré comme un geste pénible du point de vue des critères de pénibilité. Par contre, vous, quand on vous demande est-ce que vous faites un travail pénible, là, vous dites oui, j'ai le dos en compote. Une fois, j'ai fait une étude dans des EHPAD. La direction me dit on veut soutenir les soignants et les soignantes, c'est essentiellement des femmes, qui se sont extrêmement engagées pendant le Covid. On voudrait créer un fonds de solidarité, pouvoir financer des choses qui vont les aider dans leur vie quotidienne. J'ai peur donc c'est le DRH qui me parle, et j'ai peur qu'on fasse des bêtises, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on ne connaît pas bien nos salariés. Les dirigeants, quand ils passent dans les établissements, ils voient des femmes un peu fortes, etc. Ils se disent, il faut qu'elles fassent du sport, ça serait bien pour elles. Je pense qu'on fait une bêtise, va voir. Vous posez la question. Mais le sport, vous en faites, etc. Et la réponse, c'est quoi? C'est mais je tire, je pousse, je marche toute la journée. Du sport, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Je suis essoré, je suis vidé en sortant. Et ce qui m'avait frappé, alors juste un petit incise, ce qui m'avait frappé dans ce monde-là. Alors peut-être que je vais y revenir après sur la question politique. J'avais intitulé le rapport que j'avais remis Lost in Autonomy. C'est-à-dire que on est dans un monde où le travail est plein. C'est-à-dire que alors là encore, si on est dans les EHPAD, c'est une unité de temps, de lieu, d'action. Il y a beaucoup de métiers où les choses sont éclatées. C'est des contrats très courts où pour faire quelques heures dans la journée, en fait, ça va prendre l'ensemble de la journée, et ne sont payés que les heures de travail, etc. Et une vie de famille très 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 importante, marquée notamment par cette question sociale massive qui est face à nous dans les catégories populaires, qui est la déstructuration des familles, et donc le fait que les femmes vivent seules avec leurs enfants, élèvent seuls leurs enfants. Un chiffre sera le seul. Sur 100 femmes qui travaillent et qui élèvent seules leurs enfants, 73 appartiennent à ce que moi j'appelle le back-office de la société, donc de ces catégories populaires. 73. C'est cette question-là. Et entre les deux, entre le travail et la famille, il n'y a pas grand-chose. Pas de sport, pas de politique, pas de syndicat, voilà. Et donc c'est pour ça que
j'avais parlé de lost in autonomy, c'était vraiment comment est-ce qu'on est perdu dans l'autonomie à laquelle tout le monde aspire, mais qui est rendue impossible par le fait d'être du mauvais côté de la division du travail, ou de ce côté-là de la division du travail, si on ne veut pas la connoter positivement ou négativement. C'est-à-dire que, et je vais arriver à la question du paradoxe sur lequel on vit, c'est que, moi j'appelle ça le paradoxe du back-office de la société, c'est que je suis trop long. Ouais, alors je termine avec ça. Je m'en rends pas compte. Je parle, mais je m'en rends pas compte. Alors je termine juste avec le paradoxe, et que vous vouliez tous en tête, parce que je crois que c'est la clé vraiment de ce qu'on vit. C'est plus je peux m'échapper de la pièce classique du travail, c'est-à-dire l'unité de temps, de lieu et d'action. C'est-à-dire plus je peux vivre et travailler comme je veux, où je veux, quand je veux, plus j'ai besoin d'un travail contraint de la classe de service, et donc de ce back-office de la société. Je m'arrête là, on pourra y revenir. Je voulais parler du vote. On a fait les enquêtes. Pour qui votent ces gens? Voilà, justement. Très majoritairement pour Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas si vous aviez, si Stéphanie a envie de réagir sur une chose ou. Peut-être laisser. Oui. Mais, moi, je voudrais juste vous relancer, mais peut-être que ça, sur une question qui est celle de la démocratie, justement. Oui. C'est-à-dire que donc là, vous êtes arrêté juste au moment où on allait parler effectivement du fait que cette classe de service, comme vous dites, ou ce back-office de la société de service est au service, en fait, elle est au service d'un certain nombre de gens, donc peut-être beaucoup dans cette salle, qui effectivement ont le libre choix du lieu, du moment. Ouais, même si moi je suis un cas un peu particulier parce que je suis médecin, donc du coup je suis à la fois dans le service de soins, mais franchement si pour arriver à me mettre dans la ça va être compliqué, mais voilà, donc pour pouvoir exercer bien votre activité, vous voilà, mais par ailleurs vous avez recours au marché pour plein de tâches, mais par ailleurs dans la vie, beaucoup d'entre nous effectivement appuient leur liberté de travailler, de télétravailler, de loisirs, leur liberté de plein de choses sur l'activité plus contrainte. On y reviendra peut-être sur la question des transports. Moi, j'avais une chose qui m'avait intéressée sur le fait que quand on peut choisir son mode de travail, eh bien, on est moins contraint par les questions de transport, alors que tous ceux dont vous venez de parler, ils ont physiquement besoin d'accéder à leur travail, et donc ils sont totalement contraints par la question du transport. Donc Mais est-ce que vous pouvez peut-être développer l'un et l'autre en quelques minutes avant qu'on donne la parole, la question à la salle, la question de la démocratie. Est-ce que on pourrait progresser et échapper aux hypothèses les plus pessimistes de l'organisation à travers la démocratie économique, et comment elle pourrait prendre forme, à quoi elle pourrait correspondre, comment on peut la promouvoir, je pense que, et comment on peut arriver, une question qui est aussi de démocratie, mais alors la plus politique, comment on peut réarriver à faire commun, personne n'a prononcé le mot, mais dans la fragmentation d'une société qui est arrivée je crois que c'était Laurent Bouvet qui disait, à l'âge identitaire, c'est-à-dire à une espèce de fragmentation où on n'existe plus qu'à travers des identités les plus fragmentaires possibles. D'ailleurs, il vaut mieux être toujours le différent de quelqu'un d'autre pour exister. Donc dans ce cadre-là, comment on fait démocratie, comment on fait commun, à la fois dans l'économique et dans le politique. Alors je sais bien, là en 5 minutes, ça va être difficile. Mais enfin, peut-être que l'un et l'autre, vous pouvez nous dire un peu des choses sur cet aspect-là. Allez. Redoutable question. Non, je vais donc sur la démocratie politique, je sais pas trop, si ce n'est que je crois que la première tâche politique, c'est d'être bien conscient de quoi on parle, c'est-à-dire de s'intéresser vraiment au travail. Je suis toujours frappé
quand de temps en temps, je suis reçu par des personnalités politiques qui veulent, quand je leur parle du travail, etc., c'est la méconnaissance de tout simplement comment ça se passe, comment les gens travaillent, qui travaille, comment, etc. Mais bon, je laisse ça de côté. Non, sur l'autre aspect, il y a des travaux intéressants, notamment de Thomas Coutreau, qui montrent que le manque d'autonomie dans le travail a un effet direct, je ne sais pas. En fait, il y a une corrélation plus exactement entre le manque d'autonomie dans le travail et le vote pour l'extrême droite. Moi, en fait, je prends une perspective beaucoup plus large. C'est la question de l'autonomie de manière beaucoup plus large, parce que ce que je disais tout à l'heure sur notamment les femmes qui vivent seules avec leurs enfants, derrière, c'est quoi? C'est des problèmes de garde d'enfants, problèmes de logement, de problèmes de transport, de problèmes d'horaire, etc., face à des métiers qui sont souvent très éclatés, en horaire décalé, en horaire atypique. Enfin, horaire atypique, hein, ça veut dire on travaille le soir, on travaille le week-end. Voilà, c'est quand les autres consomment. C'est vraiment... quand je parle de back-office, c'est des gens qui livrent et délivrent des biens et des services qu'ils ne consomment pas eux-mêmes, ou alors sous un mode dégradé. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire donc la question derrière, c'est la question de comment on retrouve de l'autonomie, d'abord de l'autonomie dans son travail, et l'autonomie dans sa vie. C'est-à-dire que moi, quand je discute avec des organisations syndicales, par exemple, je leur dis, mais c'est impossible aujourd'hui que vous ne vous intéressiez qu'au travail, qu'au travail dans l'entreprise, quand le hors-travail structure le travail. Il y a vraiment un lien entre le hors-travail et le travail qui se structurent mutuellement. Quand je dis que le hors-travail structure le travail, c'est-à-dire que le hors-travail, c'est-à-dire que toute ma vie de loisir, on en parlait tout à l'heure, on a quand même sur le temps long, une réduction du temps passé à travailler, une augmentation du temps libre hors sommeil et hors enfance et hors vieillesse dépendante. Ce temps libre-là, il n'est pas pensé politiquement, c'est-à-dire qu'il est laissé au marché. S'il est laissé au marché, ça veut dire que derrière, il y a du travail qui va venir venir pour servir. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on pense l'autonomie, comment on pense l'articulation du travail et du hors-travail? C'est ça, moi, qui m'intéresse dans la question politique et la question de la démocratie au travail. Alors après, je crois que ça passe beaucoup, et je vais m'arrêter là, sur la question la possibilité de pouvoir dire quelque chose de son travail. C'est-à-dire de pouvoir être écouté sur... on dit souvent que le meilleur expert de son travail, c'est la personne qui le fait. Je suis globalement d'accord avec ça, même si on sait très bien qu'on peut être inconscient de soi-même, mais quand il y a tout un tas, et notamment dans les métiers, je vais juste vous donner un exemple. Dans les métiers dont je parle, les gens savent comment travailler. Alors souvent l'algorithme vient dicter, notamment pour tout ce qui est nettoyage, logistique, transport. C'est ça. Pardon. Ouais. On mais termine. Non, c'est bon. Ouais, non, je vais répondre de façon concise. Je pense que, un des aspects que Marx décrit dans l'aliénation, une des dimensions de l'aliénation, c'est justement la perte de contrôle, la perte d'autonomie dont tu parlais, et la perte de contrôle. La société tout entière, elle est aliénée pour Marx, dans le sens où les êtres humains sont dans une structure socio-économique qui subissent et qui ne contrôlent pas. Et ce que Marx dit, d'une certaine manière, tout l'objectif de Marx, c'est de rappeler aux humains que la société, c'est eux qui la font, que c'est leur travail qui fait tourner la société de A à Z, et que donc reprendre le contrôle sur la société, c'est quelque chose de tout à fait possible, et évidemment, ça passe par la démocratie, puisque ça n'est que collectivement que l'humanité peut reprendre le contrôle sur la société qu'elle a elle-même engendrée et qu'elle fait tourner tous les jours par son travail. Donc, il y a vraiment une dimension, dans l'analyse de l'aliénation, il y a vraiment cette dimension de
une société et des êtres humains aliénés, c'est des gens qui ont perdu le contrôle, enfin qui travaillent, qui interagissent, mais qui ont l'impression que les règles par lesquelles ils interagissent, les règles au travail, etc., ils ne les maîtrisent pas. Et d'une certaine manière, tout le travail politique, c'est de convaincre, ou que les gens se convainquent eux-mêmes, qu'il n'y a rien d'autre qu'eux et que leur force propre qui fait tourner la société. Et que donc, c'est une possibilité toujours présente de reprendre le contrôle. La démocratisation du travail, c'est quelque chose de possible à condition qu'il y ait une mobilisation dans ce sens. Donc moi, je suis pas, contrairement à l'impression que j'ai pu donner, je suis pas pessimiste au sens où la société est le produit des efforts humains, et donc ces efforts humains, s'ils deviennent conscients d'eux-mêmes, voilà, on peut reprendre le contrôle sur cette espèce de société dont on a l'impression qu'elle est devenue folle, avec des lois du marché qui ont l'air de marcher toutes seules, etc. Non, elle ne marche pas toute seule. Derrière, il y a des êtres humains, il y a des décisions humaines, il y a du travail humain. Donc voilà, et moi, la question de la démocratisation, elle est au cœur des réflexions des marxistes humanistes. La démocratisation, elle doit se faire jour évidemment dans le travail, mais aussi dans la vie de quartier. Lukács, il y a un texte qu'il envoie au comité central de son parti hongrois après 68 qui dit les sociétés socialistes, du socialisme réel, ça va pas parce que les êtres humains ont complètement perdu le contrôle. Il faut que les citoyens des sociétés du socialisme réel reprennent le contrôle sur leur société, soi-disant socialistes, mais qui n'ont plus de socialiste que le nom. Et le moyen, c'est la démocratie. Et la démocratie, ça commence par la vie quotidienne. Ça commence par la gestion des problèmes du quartier, de l'immeuble, etc. C'est réapprendre à les gérer ensemble, démocratiquement. Et en fait, lui, son pari, qui était un pari optimiste, c'est que de proche en proche, en commençant par reprendre le contrôle sur la vie quotidienne, la vie de quartier, l'école des enfants, etc. Et en commençant à reprendre l'habitude ou à prendre l'habitude de prendre des décisions ensemble et de décider et de gérer ensemble la vie quotidienne, que petit à petit on reprenne confiance. Et c'était peut-être ça d'ailleurs qu'il y avait en jeu dans le mouvement des Gilets jaunes. C'était commencer à reprendre le contrôle de son propre mouvement, et puis ensuite, éventuellement, partir de là pour démocratiser d'autres secteurs de la société. Et moi, je pense que c'est toujours une possibilité ouverte que la démocratisation, que le processus de démocratisation, il reprenne en fait, qu'on se saisisse, et y compris qu'on se saisisse de ces réseaux sociaux ou de ces plateformes qui aujourd'hui nous paraissent des espèces de monstres qui nous écrasent, mais dont on peut prendre le contrôle. C'est pas impossible. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et de toute façon, ça deviendra des outils de communication au service de l'humanité le jour où ils seront démocratisés. Donc il n'y a pas d'alternative, en fait. Non. Il n'y a pas d'alternative sauf à aborder la question c'est un Américain qui a écrit ce bouquin-là, du capitalisme de l'apocalypse, dont il pense que effectivement le capitalisme au stade où il en est va favoriser la disparition de la qui est déjà une exception. On va pas faire le pari de l'apocalypse. On n'est pas là pour ça. Donc on est là pour trouver les petites pistes. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. 1, 2, 3, 4. Donc dans l'ordre. Oui, je voulais poser une question et en répondre à une autre. Parce que voilà, il y en a une qui a été posée. Donc la question c'est pour Madame Rosa. Qu'est-ce qui pourrait advenir, compte tenu de la nature un peu parasitique sur laquelle reposent les travailleurs du clic, puisqu'en gros, mettre des hashtags sur YouTube pour que les vidéos soient vues, les vidéos elles sont gratuites parce qu'elles reposent sur la pub, et la pub elle repose sur le fait qu'on va consommer des choses, donc son financement est assuré dans le prix du produit qu'on consomme au final. Donc il y a un côté très, tout ça c'est financé par une espèce de parasitisme de la vente forcée sur le consommateur final en fait qui va voir les vidéos. Qu'est-ce que devraient devenir ces travailleurs dans un monde un peu plus sain? En fait, qu'est-ce qu'ils deviennent dans un monde un peu plus démocratique où on essaie de se débarrasser ou en partie du parasitisme de la publicité qui inonde en fait tout ce petit monde-là et le finance. Et la réponse du coup c'était à Monsieur Maillard, vous demandiez mieux que back office ou quelque chose ou un terme. Voilà, je vous proposais les 2 I pour indispensable invisible, c'est vos termes. Voilà. Et je trouve que en gros vous avez bien indispensable invisible ou 2 I. Voilà, c'était juste pour vous proposer ça. C'est bon.
Je vais peut-être répondre rapidement. En fait, les micro-travailleurs, ils font des choses que les usagers des réseaux sociaux et de tout un tas de plateformes font gratuitement tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'annoter un contenu, si vous likez un contenu sur Facebook, vous l'avez qualifié. Donc, vous avez fait un micro-travail gratuitement que d'autres font sur d'autres plateformes contre une micro-rémunération. Quand, par exemple, vous êtes sur Waze, que vous êtes en voiture et que vous dites à la plateforme « à tel endroit, il y a un bouchon », vous aidez l'algorithme, vous renseignez l'algorithme, donc vous faites du micro-travail, en fait. Donc, ce micro-travail, il est, si on prend l'exemple des applications sur le trafic routier, etc., c'est des choses qui sont utiles, donc qui ne vont pas forcément disparaître. Voilà. Après, dans une société qui serait plus socialiste et plus démocratique, je pense que ce qui est sûr, c'est que ce ne serait pas la tâche de gens obligés, astreints à le faire dans les pays du Sud pour 3 francs 6 sous. C'est ce modèle-là qui ne va pas. Mais après, le micro-travail en tant que tel, il y a des formes de micro-travail qui, aujourd'hui, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que ça pourrait disparaître ? En tout cas, on n'y est pas. Aujourd'hui, on n'y est pas. Les algorithmes, ils ont besoin d'être entraînés, d'être nourris par des informations qui leur sont communiquées par des humains. Pour voir le bouchon. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. Difficile. Sophie, elle a David. Oui, alors je vais prêcher un peu pour un paroisse. Je suis pas hyper convaincu par le terme management néolibéral. En fait, je ne crois pas que les plateformes sont du néolibéralisme. D'abord parce que les grands auteurs néolibéraux, Hayek, Friedman, ils se sont jamais occupés du management. Après, il est vrai que dans les années 80, au moment où se mettait en place le système néolibéral, il y a eu une révolution managériale avec le lean management. Donc on pourrait effectivement associer, parce que ça arrive en même temps, le néolibéralisme et ce management, donc tu as très bien décrit, où on donne un peu d'autonomie aux individus, mais cette autonomie en fait factice parce que derrière des objectifs, avec le néolibéralisme triomphant de l'époque. Mais quand on lit les auteurs néolibéraux, eux, ce qui les intéresse, c'est le marché et la concurrence. Or, justement, dans les plateformes, il n'y a plus de concurrence, parce que elles ont une vision monopolistique et elles utilisent en fait cette situation monopolistique pour capter la rente, et la rente aussi des travailleurs et des usagers. Et de la même façon, en plus, il n'y a plus de marché, parce qu'elles organisent elles-mêmes l'offre et la demande. Et de ce fait, en fait, la vision néolibérale, elle nous trompe, en fait, sur ce que advient le monde actuel. Et j'en fais pour preuve la paralysie totale de l'Union européenne, qui est fondée sur des institutions néolibérales, elles aussi inventées dans les années 80, et qui se trouve tétanisée par l'irruption de Trump et de ces nouveaux oligarques de la tech, qui n'ont pas du tout la même vision. C'est-à-dire que eux, le marché, ils s'en fichent. Hein, c'est pas la concurrence, et les autorités de la concurrence ne savent pas quoi faire de ces plateformes, parce que, en fait, on peut pas vraiment les réguler par la concurrence. Voilà. Donc, c'était une petite remarque. Je pense, mais c'est un peu fondamental, je pense qu'on arrive dans un autre monde. Moi, j'appelle ça le capitalisme féodal, c'est-à-dire des systèmes d'allégeance, des systèmes de pouvoir, que cherchait justement à éviter le néolibéralisme. Et puis, j'aurais une question pour tous les deux, parce que c'est un concept que, quand même, qui a beaucoup marqué ces dernières années, c'est le concept de bullshit jobs, et vous n'avez pas parlé. Alors, en fait, s'il a marqué ce concept, c'est parce que plein de gens l'ont repris. Hein. Vous savez, l'histoire, c'est David Graeber qui publie un article sur un site internet que peu de gens lisent, hein, qui est un site très militant, ça s'appelle Strike d'ailleurs. Il y a succès fou, tout le monde se partage ce concept parce que tout le monde s'y retrouve. Et j'ai l'impression que, en fait, le bullshit job, c'est plutôt le job de ceux qui, justement, sont assez autonomes dans leur travail. C'est pas les indispensables, parce que par définition, les indispensables sont indispensables, donc ils ne font pas un bullshit job. Et je me pose la question de cette dichotomie, cette division, polarisation de la société. Est-ce que, justement, cette idée de bullshit job, elle a pas aussi elle participe pas aussi de la polarisation? Voilà, j'arrête. Ouais. Non, sur le bullshit job, donc l'article de Graeber est bien, mais c'est son livre en fait qui est hyper intéressant parce qu'il donne la clé. Le bullshit jobs, moi je crois pas que les entreprises développent des métiers qui n'ont aucune utilité pour l'entreprise. Alors l'individu peut se dire bon, c'est quoi le sens, je m'interroge sur le sens. Non, ce que je vois quand on lit tous les témoignages, qu'est-ce qui frappe? C'est que toutes ces personnes voudraient vivre leur travail comme une expérience de consommation.
Il voudrait consommer du travail. Il voudrait s'éclater. Quand je dis s'éclater, l'autre jour, je discutais avec une jeune fille qui a fait plein de boulot, qui dit « Ouais, j'arrive pas, je veux du sens, de l'impact, machin, là, là. » Et je dis « Mais tu cherches quoi ?» Je dis « Moi, je veux un boulot où je m'éclate autant que lorsque je fais la fête. » Voilà, c'est ça. Le bullshit jobs, on repère le bullshit jobs, on dit « En fait, le réel, il est visqueux, quoi. Il y a une viscosité du réel. Le travailler avec les autres, c'est compliqué. Effectivement, alors il y a tout un tas de boulots, mais ils sont quand même pas majoritaires. Il y a tout un tas de boulots avec beaucoup de reporting, etc. Les gens qui font que du reporting, oui, ça, à ce moment-là, oui, il y a plein de boulots insensés. Mais globalement, moi, ce que je lis derrière le bullshit job, c'est la colonisation du travail par l'imaginaire de la consommation. Mais je pense que c'est un aspect hyper important des choses. Peut-être l'autre aspect qui est complémentaire, qui est peut-être pas contradictoire, mais c'est aussi, enfin, parce que derrière, alors soit il y a effectivement ce truc-là, le fait qu'on sait plus, enfin, on sait plus à quoi sert le travail dans une vie humaine. Oui. Mais il y a peut-être aussi, voilà, l'espèce de ce qu'on cherche quand même confusément en tant qu'être humain dans le travail et qu'on trouve pas, c'est-à-dire parce que vouloir chercher du sens, c'est pas non plus c'est normal. Donc dans certains cas, je pense que dans certains cas effectivement on a affaire à des gens qui n'ont pas compris ce que c'était que le travail et sa place dans la vie, mais dans d'autres cas on peut aussi avoir affaire à des gens qui aimeraient que le travail permette cette forme d'autoréalisation qui est tout à fait exigible, parce que moi pour le coup j'en suis convaincue, ça donne aussi du sens à une vie humaine, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des choses qui donnent du sens, et qui ne le trouvent pas dans leur travail, et donc quand conçoivent une frustration qui est légitime, quoi. Alors même pour vous deux, que ceux qui ont la pénibilité très importante de leur travail, eux, ils parlent pas de bullshit job parce qu'il y a une utilité aux autres, c'est ça? D'accord. Théodore. Oui, je vous ai repéré les autres mains, mais il y avait Théodore d'abord. Puis madame. Merci beaucoup à vous deux. Je me demandais simplement comment est-ce que vous voyez l'IA, le futur du travail, avec l'émergence des systèmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui et surtout de demain, et comment ça s'intègre à vos réflexions. Non, deux choses là-dessus. La première, c'est que moi, j'arrive pas à avoir une vision apocalyptique de l'IA. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va intégrer petit à petit. Alors, comme toute révolution technologique, des métiers vont disparaître, donc etc. Mais voilà, ça c'est la première chose. Mais je suis pas spécialiste, mais j'arrive pas à... La deuxième chose, c'est que tout ce monde de l'économie numérique, etc., développe derrière tout le monde du back-office. C'est-à-dire que la logistique, par exemple, plus vous cliquez sur les trucs, plus il y a de la logistique derrière pour vous acheminer toutes les choses. Donc le développement de l'IA ne peut que développer derrière toujours plus cette économie numérique, qui nécessitera tout un travail de soutien, des choses comme ça. C'est-à-dire que on est dans un... ouais, enfin après, on va pas... Mais... Enfin bon, pardon. Ouais, je dirais qu'il y a beaucoup d'hypothèses en ce moment qui fleurissent, parce qu'on n'est qu'au début, hein, l'IA, ça fait 2 ans peut-être, 3 ans à peine, quoi. Donc, et ça, alors certes, ça va très vite, mais c'est quand même très très récent. Il y a des gens carrément apocalyptiques qui disent qu'il y a un risque non négligeable pour que l'IA finisse par détruire l'humanité. Bon. Voilà, qui alertent et tout ça. Il y en a d'autres qui pensent que effectivement ça va détruire certains métiers, en créer d'autres. Enfin, ce que tu disais, effectivement, l'idée, il y a aussi cet éternel débat qui ressurgit. Ça va faire disparaître le travail humain, mais ça, enfin, comme le disent pas mal d'historiens, c'est ce qu'on dit à chaque innovation technologique. Enfin, depuis 2 siècles, à chaque fois on dit c'est la fin du travail, les machines elles vont tout faire et tout ça. Bon. Jusqu'ici, ça s'est pas réalisé. Donc, moi, je sais que ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai envie de me pencher. J'en parle pas beaucoup de l'IA dans le bouquin,
ça fait partie des choses sur lesquelles j'aimerais bien réfléchir, mais le problème c'est qu'on a très très peu de recul, quoi. Donc c'est vraiment difficile. Enfin, moi je trouve que c'est difficile à ce stade de se prononcer avec certitude. Et quand on voit comment les spécialistes, enfin, vraiment des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que nous, débattent et ont des positions complètement opposées. Voilà, à ce stade, c'est difficile de se faire une idée. Là où les spécialistes sont plutôt d'accord, c'est sur la radicalité de la transformation appliquée par ces systèmes. Par exemple, pour le back-office, en fait, l'automatisation va traverser tout le monde du travail. C'est-à-dire que dans toutes les chaînes de montage, ça va être robotisé, dirigé par une intelligence artificielle, non pas par des systèmes humains. Il y a des laboratoires scientifiques qui tournent qu'avec des robots. Ça pourrait être la justice, je veux dire, l'interprétation des jurisprudences, des lois, des faits, tout ça peut être automatisé et on serait dans un monde où les humains, et c'est ce que craignent beaucoup de spécialistes, deviendraient pour beaucoup inutiles. Oui, mais encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque innovation technologique. Comme vous avez dit que Marx disait que c'est le travail qui se fait civilisation, je me demande où serait la civilisation si les humains sont dépourvus d'utilité. Madame ? Moi, je peux peut-être décaler un petit peu pour reprendre la révolution. On est effectivement, on était il y a 40 ans à la veille d'une révolution technologique, et comme dit Manuel Todd, une révolution tellement importante qu'on pourrait la comparer à la révolution agricole, pas la révolution industrielle. Donc il y a ça. Et cette révolution, technologique, elle n'était pas vue par les gens du peuple, mais par les dirigeants. Ces dirigeants ont pris une option qu'ils ont proposée, qui est la mondialisation ultralibérale. Ça veut déjà, il y a deux choix là. Mondialisation, ça implique quelque chose. Ça implique effectivement que les nations n'existent plus, et à travers les nations, les peuples, les citoyens. Donc on peut se demander si effectivement il y a une mondialisation. Mais ultralibéral, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est plus que libéral. Or, il y avait quand même trois positions sur le plan économique. Soit effectivement une économie complètement dirigée, soit une économie de type keynésien, soit effectivement une économie complètement libérale. C'est celle-là qui a été choisie. On est dans ce choix-là. Comment est-ce que maintenant les salariés, le monde du travail peut reprendre la main dans une société qui, effectivement, à cause de va de plus en plus pouvoir interférer dans nos vies, mettre des catégories, des citoyens, les surveiller de plus en plus. Personnellement, moi j'ai fait 15 ans de syndicalisme dans le privé, autrefois. C'était déjà pas de la tarte. Mais maintenant, je n'ose pas penser à ce que ça peut donner de prendre des risques pareils. Parce que là, on est complètement ostracisé. Déjà qu'on était un petit peu quand on les bousculait un peu. Donc, il me semble que, effectivement, pour que le travail soit, je pense, tous en vie, quelque chose d'émancipateur, de créateur, de fédérateur, et ça va être compliqué si on ne répond pas, si on n'aborde pas ces choix-là. D'où cette conférence pour essayer d'en comprendre les ressorts. Peut-être avant que vous répondiez, je vais prendre plusieurs questions parce qu'il y a des impatients chez Thomas, Mathieu ou Simon, je ne sais plus lequel des deux a levé. C'est Simon qui a levé la main d'abord. Alors Thomas, Simon. Et deux questions. La première à Denis, qui est d'ailleurs une question à la frontière de tes travaux et qui rebondit sur ce que Catherine a demandé tout à l'heure, donc au moment des Gilets jaunes. Je voulais savoir, en fait, Catherine vous posait la question donc, de la démocratie par rapport au travail, et donc, je me demandais, étant donné qu'il y a eu une forte demande de démocratie au moment des Gilets jaunes, est-ce qu'il y a eu une traduction, étant donné que chez ces Gilets jaunes, il y a beaucoup de back-office, est-ce qu'il y a eu une traduction dans la démocratie au travail, en sachant qu'eux-mêmes, en fait, vivaient à un moment très particulier, qui était la critique de la représentation en politique, et que donc, la chose la plus évidente qu'on a pu imaginer, c'est une forme de resyndicalisation si des gens avaient simplement dû traduire une demande de démocratie dans le monde du travail. Or, donc, grosse crise du syndicalisme documentée par Roland Ballon, et qui en plus, chez eux,
étant donné que voilà, il y avait ce rejet des corps intermédiaires, comment ça s'est articulé, et voire même, est-ce qu'il y a eu carrément, je l'ai pas vu passer, mais toi tu dois le savoir, est-ce qu'il y a carrément eu presque tout le pouvoir au soviet demande un retour de conseil ouvrier qui aurait été en fait finalement la chose la plus logique si elle était articulée. Et pour Stéphanie, je fais vite, je suis très, très séduit, Stéphanie, par ton retour à un marxisme-humanisme adossé à une demande démocratique. Donc je te fais un élément critique justement pour avoir ton point de vue. C'est que on a une critique chez Benjamin Constant, donc antérieure au marxisme, mais repris finalement par Marx, qui est de dire finalement le problème de cette démocratie dont tu parles, de cette démocratie du quotidien. Constant, il nous dit c'est le problème de la liberté des anciens et des modernes. Là où les anciens voyaient sous l'Antiquité la liberté comme cette participation démocratique au quotidien, le moderne, l'homme moderne, sa liberté, c'est sa sphère individuelle. C'est assez puissant parce que Marx lui-même, en fait, quand il a cette phrase où il dit les révolutionnaires ont fait la révolution en toge romaine, il est lui-même critique, et Dieu sait que pourtant il y a eu les clubs et les sections qui étaient une forme de démocratie importante. Donc, ma question, c'est est-ce que tu penses vraiment que, à la lumière de cette radicalisation de la liberté des modernes, cette démocratie dont tu parles à tous les étages et au premier étage du quotidien peut avoir lieu, en sachant que au moment de l'altermondialisme, il y avait eu à Porto Alegre des propositions, et que par exemple Paris a fait des votations citoyennes qui ne marchent pas énormément. Donc voilà, quel était ton point de vue? Est-ce que tu as pensé à des concepts, à des propositions pour revitaliser cette démocratie au quotidien? Ouais, un peu de réponse et puis après tu veux commencer? Simon, David, monsieur et Georges. Assez vite. Je vais commencer, même si je ne m'ai pas adressé, sur Benjamin Constant, parce que j'en parle dans mon livre. Ce que j'appelle indispensable, invisible, back-office, c'est vraiment l'idée de Constant, de la liberté des modernes, matérialisée. C'est-à-dire que c'est vivre comme si la société ne pesait pas sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une infrastructure qui vient nous servir. Donc c'est vraiment ça. Mais je referme la parenthèse. Pour répondre à ta question, 2018, je rencontre plein de DRH qui me disent « Est-ce que les gilets jaunes vont arriver dans l'entreprise, dans nos entreprises ?» Je leur dis oui. D'ailleurs, ils y sont déjà. Vêtements de travail, ouais, d'accord, ok. Et oui, ils seront là. Mais c'est quoi? C'est la désintermédiation. Et donc depuis, et j'ai fait une étude là-dessus qui est sortie, une note à la Fondation Jean Jaurès qui est sortie là-dessus, c'est la désintermédiation a amené tout un tas de collectifs qui sont revendicatifs, qui se groupent en dehors des organisations syndicales, un peu à la mode de ce qu'étaient les coordinations dans les années 80, enfin milieu des années 80, début des années 90, mais là où les coordinations étaient tenues par l'extérieur par des appareils politiques, là c'est absolument totalement dépolitisé. Donc on est dans l'exemple le plus... Alors, je pourrais te donner plein d'exemples de boîtes où ça se passe comme ça. L'exemple qu'on a pu voir, c'est la grève des contrôleurs SNCF fin 2022 qui se sont mis en grève au moment de Noël, indépendamment des organisations syndicales. Et personne les a maîtrisés. Donc j'ai fait toute une enquête là-dessus. Enfin, vous raconter l'histoire, on le racontera plus tard. Mais on est vraiment dans ce moment-là où ça n'a pas donné de la syndicalisation, ça a donné de la désintermédiation dans la logique des gilets jaunes. Et alors je termine là-dessus. C'est moi quand j'en connais dans l'entreprise, c'est toujours la même question. C'est ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire que vous devez pouvoir répondre à une question simple, c'est quand ça va pas, je fais comment? Quand ça va pas, si j'ai pas mon délégué syndical qui me répond, si j'ai pas mon manager qui me répond, si plus je suis en mode projet, qui machin, etc. À la fin, je me tourne vers mon collègue, je dis tu fais comment toi? Tiens, passe-moi ton 06, on va faire un groupe WhatsApp. Et au bout d'un moment, le groupe WhatsApp, c'est bon, il y en a marre, et ça, puis hop,
et ça devient un collectif revendicatif qui est très corporatiste. C'est par service, par métier, voilà. Et en gros, il faut qu'il y ait un métier qui soit soumis à une transformation dont il n'a pas la maîtrise, que les irritants ne soient pas traités, et à la fin, il y a un collectif qui surgit comme ça. Ouais. Alors, j'adorerais avoir la réponse à ta question. Parce que le problème, c'est que le citoyen dont parle Benjamin Constant, l'homme des sociétés modernes, bah, c'est l'homo economicus. C'est le petit propriétaire. Alors, il n'est pas forcément propriétaire des moyens de production au sens marxiste, mais c'est le citoyen des sociétés modernes qui, effectivement, se vit comme indépendant des autres, qui mène sa vie indépendamment, voilà, qui a des projets de vie qui lui semble, parce qu'en réalité il se trompe, mais qui lui semble complètement délié du collectif, et donc il va pas, pour lui, ça va, la participation au collectif, ça va apparaître comme une charge, et pas comme quelque chose de nécessaire, et pas comme quelque chose qui peut lui rapporter existentiellement et tout ça. Donc aujourd'hui on est en plein là-dedans, et en fait ce que j'ai essayé d'analyser, c'est la manière dont l'explosion d'Internet, les réseaux sociaux, etc., aggrave le truc, parce que on est complètement consommateur sur ces réseaux-là, on est complètement entrepreneur de nous-mêmes. Je fais une analyse de l'influenceur. L'influenceur, c'est l'entrepreneur, c'est l'homme de Benjamin Constant, mais puissance 1000. C'est vraiment une espèce de paradigme comme ça. Donc évidemment, ces êtres humains-là, ils sont peu disposés à agir ensemble, à former collectif et tout ça. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que il y a quand même la vie réelle. Il y a quand même les difficultés communes. Il y a quand même, au travail, des problèmes qui nous arrivent à tous en tant qu'on est un collectif de travail. Alors évidemment, plus le travail il est éclaté, plus c'est compliqué. Et effectivement, les syndicalistes, aujourd'hui, ils ont ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui est très compliqué pour les syndicalistes, c'est qu'aujourd'hui, des collectifs de travail tels qu'il en existait dans les années 70-80, ça a fondu. Que beaucoup de travailleurs, enfin si on prend les chauffeurs Uber, qui est un peu un exemple extrême, mais ils sont tout seuls dans leur véhicule, ils croisent pas beaucoup les autres, etc. Sauf que quand même, il y a aussi des contre-tendances. Les chauffeurs Uber, il y a eu des tentatives d'agir ensemble, il y a eu des actions collectives, notamment de certains pour se faire salarier par l'entreprise, qui ont été couronnées de succès dans certains cas. Donc voilà, tout n'est pas fatal, mais ce qui est certain, c'est que si on en est là aujourd'hui avec une société très atomisée, avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, une fragmentation de plus en plus grande, l'archipel français, avec effectivement des collectifs de plus en plus petits qui sont en fait autant de parts de marché pour un certain nombre d'entreprises. C'est qu'il y a une logique du capitalisme contemporain qui tend vers ça et qui rend les contre-tendances compliquées à construire. Voilà, moi tout ce que je peux dire, je pense que c'est pas impossible, même si c'est pas facile. Et je pense aussi qu'il faut de l'intelligence collective pour trouver des moyens, notamment que les organisations de gauche, plutôt que de s'occuper de tout un tas de choses, elles feraient mieux de s'occuper de ça. Comment on s'adresse aux classes populaires pour recréer du commun, comment est-ce qu'on lie les gens avec les autres, on les réhabitue à travailler, à agir ensemble, etc. quoi. Alors là, c'est à Simon. Et normalement, j'ai encore David, monsieur... Oui. Donc on va juste parler très peu. Donc ce que je propose, c'est qu'on prenne toutes les questions et que nos intervenants concluent sur les choses qui leur paraissent utiles à ajouter. L'interprétation des bullshit jobs que vous avez fait me semble assez insatisfaisante par rapport à ce que je peux observer en tant que représentant syndical dans la boîte, par rapport au fait que Denis, je dois voir si alors je veux dire que de toute façon, quand même, l'entreprise est organisée de manière suffisamment rationnelle pour pas intentionnellement occuper des gens à faire des tâches qui n'ont absolument aucun sens. Je peux te dire que bullshit job, je l'ai lu sur mon temps de travail. Et en une semaine sur mon temps de travail. Donc si tu veux, je peux voir que des organisations dysfonctionnelles existent et ne sont pas sont suffisamment dysfonctionnelles pour produire des
des missions qui ne sont pas 35 heures, ou payer les gens à réparer quelque chose en gros, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je trouvais que la réduction du job à un salarié consommateur insatisfait du produit était assez insatisfaisant. Okay. C'était une protestation. C'est une protestation. David. C'est un petit peu il en rejoint un petit peu Simon. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a Marianne qui avait fait une série de témoignages des gens qui partaient à la retraite et qui disaient comment leur travail avait évolué. Et moi, j'avais été très frappé par le témoignage d'une infirmière qui disait qu'elle avait vu pendant ces 20 dernières années, 25 dernières années, le sens de son travail se délitait totalement sous le poids des ARH, des ARS, etc., la bureaucratisation, elle n'avait plus compte, et elle n'avait plus le lien avec les patients. Et il y a juste eu 2 ans où elles ont retrouvé leur boulot d'avant. C'est pendant le Covid, quand on a débranché les ARS, etc. Et ma conclusion, c'est est-ce que les process, la bureaucratisation, c'est pas ça le problème en fait. C'est ces gens qui... on a embauché en fait des contrôleurs de gestion pour remplacer des infirmières, pour contrôler les infirmières. Donc, et coûte plus cher en plus. Et en plus, pour, soi-disant, contrôler la dépense. Donc, là, il y a vraiment un problème, mais qui est même à la limite de l'asile. Voilà. La bureaucratisation des modes de travail, d'organisation du travail, ça c'est clair que c'est... tout ça. Monsieur ? Non, c'est bon. Oui. Oui. Par rapport, le rapport au travail, n'est-il pas percuté par rapport à notre perception de l'évolution du système de retraite actuel? Le monde néolibéral a tendance à prétendre qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, on peut reculer l'âge de départ à la retraite le plus loin possible. Rappelez-nous, vous, qu'en France, on nous démontre un petit peu comme le petit mouton noir, quoi. Nous, on râle après la retraite à 64 ans, mais dans d'autres pays, ils travaillent à 67 ans, depuis l'Union européenne. Et ne pensez-vous pas justement que ce système est percuté? Moi, je me classe plutôt dans le camp opposé. Moi, je suis républicain social, parmi les républicains sociaux. Je défends le système du Conseil national de la résistance que défendait Ambroise Croizat, à savoir qu'il y a un temps pour tout, un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour bénéficier d'une retraite. Voilà sur le système que nous connaissons en France depuis la guerre. Et c'est vrai que ce système-là, il est à défendre. Le rapport au travail, moi je considère que le travail est positif. C'est une émancipation à considérer qu'il soit pratiqué dans un bon environnement de travail, dans les conditions de travail agréables plus ou moins, avec un environnement de travail, des collègues et un esprit d'équipe qui se dégage. Je vous remercie. Merci. La retraite étant pour beaucoup de gens pas du tout un moment où on ne travaille plus. Puisqu'il faudrait dire que le bénévolat n'est pas une forme de travail, ce qui nous amènerait à une autre discussion. Georges. Alors moi, sans une question de loi, je suis étonné par votre optimisme par rapport à une reconquête démocratique des travailleurs et des citoyens. Compte tenu du fait que si on prend ce que disait Marc, sur les conditions matérielles qui déterminent la conscience, elles ont considérablement changé. Le capitalisme est passé d'un capitalisme national et industriel à un capitalisme financier et international, avant de devenir technologique et un capitalisme de plateforme, qui est totalement déconnecté du politique. Et la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie, repose sur une souveraineté nationale. Or, les plus puissants, les milliardaires, et c'est caricatural avec l'élection aux États-Unis, ont pris le pouvoir totalement sur les États-nations. Donc, où va se faire cette démocratie? Et il se fait que j'ai eu la chance, très longtemps, en 2001-2002, de faire des enquêtes dans les usines Ford et Firestone aux États-Unis. Et déjà là, dans cette violation de la classe ouvrière américaine, ils ne pouvaient pas gagner leur lutte, leur grève. Ils étaient vaincus et ils étaient repassés une forme de lutte qui n'existait pas. Et ça sera une question qui était le sabotage, qui avait complètement disparu. Ils s'étaient remis à faire du sabotage parce que le cadre de Hirschman, Exit Voice Royalty, il n'y avait plus de Exit, il n'y avait plus de Voice, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bon travail, et que si on se plaint,
Oui, la sécurité. Ouais. Retour au sabotage. Ce qui n'est pas, très le meilleur de retour à une démocratie. En aparté, on se disait avec Stéphanie et Rosa, c'est l'optimisme de la volonté, c'est pas forcément l'optimisme de la raison. Mathieu et Damien. Et à propos de l'intelligence artificielle, on peut venir avec une conférence très intéressante. Mon activité, c'est de vendre l'intelligence artificielle. Il y a un livre qui est paru en 2016 d'une mathématicienne américaine qui s'appelle Weapon of Math Destruction, donc arme de destruction mathématique, sur les dangers en fait des algorithmes, qui montrait en fait que la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle sont remplis de biais humains et de biais aussi politiques, idéologiques, culturels, sociaux, et qui ont donc des impacts dès qu'on les utilise pour notamment améliorer les prises de décision collectives. Et c'est l'un des problèmes de tous les modèles d'intelligence artificielle, c'est que les algorithmes sont pleins d'erreurs humaines, pleins de chemins de pensée humains. Et l'une des difficultés lorsqu'on met en place un programme, c'est justement comment est-ce qu'on va corriger les scories pour éviter le retour permanent de résultats aberrants, qui sont les conséquences en fait des choix humains, des choix politiques, culturels, des biais socioculturels présents dans ce travail-là. Donc ça veut dire, pour revenir en fait à ce que disait Mme Rosa, c'est qu'en fait, toute société produit sa structure politique, et c'est valable aussi pour les algorithmes. C'est valable aussi pour le travail sur l'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui les maîtrisent sont ceux qui ont des biais idéologiques, pour revenir sur moi, qui sont les oligarques, et qui ont du coup une volonté de destruction du lien social, et qui vont donc choisir des solutions aberrantes, des solutions toxiques, que leur proposent les modèles d'intelligence artificielle actuels. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans la glace à laquelle on assiste aux États-Unis. Merci Damien. Et puis après, on donnera 2 minutes à chacun, ou 3 minutes à chacun pour qu'il conclue. Évidemment, on n'a pas tout abordé. Évidemment, il y a une question qui a émergé, celle des monopoles. Hein. Il y a pire que les monopoles publics, dont la Commission européenne nous gargarise. Il y a les monopoles privés et on est aujourd'hui dans un monde qui est dominé par de grands monopoles. Damien. Ouais, une question très naïve. Moi, j'ai été vraiment frappé dans la description du back-office par une espèce finalement de retour à la domesticité. Alors, cette domesticité, il n'y a plus un maître incarné, mais c'est beaucoup plus flou, et puis il n'y a même plus forcément conscience de la domesticité, parce qu'il y a une prétention à l'autonomie, à l'auto-entrepreneur, etc. Et ma question super naïve, c'est dans la société pré-industrielle avant le salariat, est-ce qu'on a des exemples d'organisation collective, de revendications, enfin comment, à l'époque, celles et ceux qui essayaient de lutter, essayaient de s'organiser. Allez, 3 minutes à chacun. Sur cette question, elle est très intéressante. Je n'ai pas la réponse. Non, mais d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, jusqu'en 1913, il y a énormément de... Voilà, après 1918, la société est totalement transformée. Il n'y a plus cette domesticité. Je ne sais pas s'il y avait des coalitions de domestiques. Ça, il faudrait que je regarde ça. Bureaucratisation, juste un mot là-dessus. Bureaucratisation, je suis d'accord, il y a une bureaucratisation, mais bullshit jobs, enfin bureaucratisation, c'est pas bullshit jobs. Bullshit jobs, c'est bien un truc particulier. Je suis d'accord avec toi, Simon. Il y a effectivement, enfin, je vais pas, il y a de l'irrationalité, il y a plein de choses, mais c'est pas comment dire, ça existe, c'est pas, on peut pas généraliser l'entreprise comme étant une multiplication de boulot insensé. En tout cas, moi, je le vois pas. Et la bureaucratisation, c'est pas exactement les bullshit jobs. Et si on prend l'hôpital, pour un truc que je connais plutôt pas mal, on est totalement schizophrène. C'est qu'on veut, comme usager, à la fois être servi immédiatement, donc l'infirmière s'occupe de nous, etc., et en même temps pouvoir
avoir un reporting permanent pour pouvoir se plaindre, pour pouvoir, etc. C'est-à-dire on est à la fois un patient impatient et un consommateur sourcilleux. Ça a un effet, ça bureaucratise l'activité de soins. Sans doute trop, sans doute machin, ça je suis d'accord. Il y a plein d'expériences où on redonne de l'autonomie aux équipes et où effectivement il y a des choses qui se passent bien, et effectivement le Covid a montré, mais le Covid c'est de l'urgence. On peut pas être un hôpital ne vit pas dans une situation d'urgence permanente. Donc moi je veux bien qu'on supprime les ARS. À mon avis, il va y avoir une multiplication de procès où il va falloir rebureaucratiser pour pouvoir rendre compte de l'activité médicale heure par heure, jour par jour, etc. Donc faisons attention, même s'il y a un excès de bureaucratisation, j'en suis d'accord. Pardon. Non, pas de souci. Oui, non, pour répondre, on peut faire la longue liste des raisons d'être pessimiste, et je serais probablement d'accord avec ces raisons. Je suis peut-être pas si optimiste que j'en ai l'air. C'est plutôt que je pense que qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intellectuel quand on écrit un livre, une fois qu'on a décrit tous les mécanismes qui vont vers effectivement la fragmentation et puis le pouvoir des monopoles, etc. Est-ce qu'on lance des pistes, même si elles sont insuffisantes et même si elles ont peu de chances d'aboutir, ou est-ce qu'on en reste là, quoi? Moi, mon parti pris, c'est plutôt d'évoquer des pistes, pour renverser la vapeur, même si je suis d'accord, quand on regarde la photographie du monde d'aujourd'hui, on a énormément de raisons d'être pessimiste, et effectivement énormément de raisons de craindre le pouvoir des oligarques, quoi. Donc je suis d'accord avec ça. Après, sur l'élection de Trump, par exemple, il y a quand même quelque chose qui est que s'il a gagné avec une telle majorité confortable, etc., mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'autres offres politiques tellement désirables ou enthousiasmantes, etc. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'offre. Je veux dire, on se plaint aujourd'hui que la gauche, elle est à l'os, etc. Mais enfin, il faut voir la gauche qu'on a. Voilà, donc je pense que... excusez-moi de ce mouvement d'opinion, mais ce que je pense, c'est que ça dépend aussi est-ce qu'on est capable de produire une alternative? Si on est capable de produire une alternative, ça ne veut pas dire qu'on l'emportera forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est l'exemple de Trump qui me fait penser ça. Les démocrates, ils faisaient tellement pas envie, et pour plein de raisons, que ça a aussi alimenté la victoire de Trump, quoi. Donc c'est... Mais Georges, ça sera la conclusion de l'association. À quoi servons-nous? C'est mon frangin qui me dit, mais pourquoi vous faites ça? On fait ça parce qu'on continue de croire que quand on se réunit, qu'on délibère et qu'on invente des pistes, on a une petite chance de modifier l'avenir dans le sens de ce qu'on ouvre comme piste. Si on ne fait rien, on est sûr du résultat. Donc voilà. Ouais, après, que le rapport de force ne soit pas favorable à l'émancipation des peuples, à la survie des nations, Madame le disait, ou au rétablissement, à la réinvention de l'État social, ça, je crois qu'on en a tous bien conscience. Mais c'est intéressant que des intellectuels, des citoyens et des citoyennes se réunissent pour essayer de faire émerger des pistes. C'est ça l'objectif de cette association, c'est l'objectif de ces débats. Je vous remercie 1000 fois de les avoir assistés. Et merci encore à mes intervenants.